Merci donc je répète, à Alexandre et à Gilles d'être venus participer et partager leur expertise dans le traitement des pathologies de pubalgie. Moi, je vais vous faire un truc un peu plus général parce que j'ai l'impression en fait que dans l'esprit d'un certain nombre d'entre vous, un chirurgien orthopédiste qui s'occupe de la hanche, en gros, à part les prothèses, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et un sportif qui a des douleurs du pli de laine, il a une pubalgie jusqu'à preuve du contraire. Et moi, je crois que j'ai pas les 20 ans de pratique de Gilles, et j'en suis plutôt à essayer de faire découvrir, je pense, dans l'esprit des gens, la pathologie articulaire de la hanche chez le sujet jeune. Je ne suis pas le seul du tout, mais quand on regarde les séries, là par exemple, ce travail de Rankin en 2014, on voit que sur une série de 900 patients qui ont des douleurs de laine, des sportifs, des hommes jeunes, eh bien 56% de ces gens ont une douleur d'origine articulaire. Dans cette autre série sur les athlètes, c'est-à-dire tout sport confondu, 22% des athlètes ont des douleurs de laine et 55% des gens chez qui on n'a pas retrouvé de cause particulière ont une lésion labrale. Donc, un petit point de base pour définir la douleur. Est-ce qu'elle vient plutôt de l'articulation? Est-ce qu'elle vient plutôt de quelque chose de musculo-tendineux au sens large? Eh bien, c'est l'examen clinique. C'est-à-dire qu'à la mobilisation passive de la hanche, quelqu'un qui a une pathologie des adducteurs ou une pubalgie pariéto-abdominale, il n'a pas de douleur réelle provoquée par la mobilisation de la hanche. Et tandis que donc, le test de conflit, c'est la flexion, adduction, rotation interne, c'est le mouvement qui est fait par l'examinateur là, et ça provoque une gêne, une douleur, une limitation de la rotation interne de la hanche. Donc voilà, en passif, plutôt quelque chose d'articulaire, en actif, sans nécessairement un mouvement de l'articulation, ce sera plutôt quelque chose de musculo-tendineux. Donc on va faire des cas cliniques. Celui de cette jeune femme de 18 ans qui est danseuse et qui a une gêne de laine à droite de façon ancienne. Elle a eu des anti-inflammatoires qui l'ont soulagée initialement, puis plus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait en première intention sur ce tableau? Est-ce que c'est une échographie, une IRM, un scanner, une radio ou un bilan inflammatoire? On va plutôt s'orienter vers déjà ce qui est grave et à éliminer, disons voilà, une pathologie tumorale par une radio et une pathologie rhumatismale par un bilan inflammatoire. Donc elle a eu sa radio et il n'y a pas de pincement de l'interligne, il n'y a pas d'ostéolyse ni d'ostéocondensation, donc elle est considérée comme étant normale, cette radio à l'époque. C'est un cas. Voilà, mais donc si on se rappelle de ces cours de médecine, on refait la coxométrie. La coxométrie, il y a deux angles. Il y a la couverture externe, donc c'est l'angle VCE, la verticale, le centre de la tête et la partie la plus externe du toit de l'acétabulum. Cet angle-là, il doit être supérieur à 25 degrés. S'il fait moins de 25 degrés, on a une insuffisance de couverture externe. Il y a un deuxième angle, c'est l'obliquité du toit de l'acétabulum. Donc l'angle entre l'horizontale et l'orientation du toit, la partie supérieure de l'articulation. Celui-ci doit faire moins de 10 degrés. S'il fait plus de 10 degrés, on a une obliquité du toit. Il y a la couverture antérieure qui est un peu moins importante, mais sinon, ça doit être là aussi supérieur à 25 degrés. Donc si on reprend notre cas clinique et qu'on lui fait sa coxométrie, effectivement, elle a une dysplasie qui est voilà, une VCE aux alentours de 20, un HTE à 25. C'est une dysplasie qui n'est pas historique, mais qui est une dysplasie moyenne, réelle. Et cette jeune femme, donc c'est la radio, vous avez peut-être vu, elle était un peu ancienne, elle datait des années 60. Et en fait, 25 ans plus tard, elle a une arthrose de stade 4 chez une femme qui a 44 ans maintenant. Si on lui avait fait un bilan arthro-IRM, on aurait très probablement retrouvé une lésion labrale. Et d'ailleurs, c'est là-dedans souvent que commencent les symptômes. C'est-à-dire que en fait, ces patients ont une hyperplasie labrale qui, si vous voulez, compense le défaut de couverture. Puis un jour, vers la 15-20 ans, la lésion labrale arrive et les symptômes commencent à ce moment-là. Donc si on fait une arthro-IRM, on retrouve très souvent une lésion labrale. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement? Donc il y a les traitements bien sûr médicaux, rééducatifs, et il faut perdre du poids, il faut faire des choses comme ça, mais dans les traitements chirurgicaux, je pense qu'il faut être assez chirurgical chez ces gens-là. Il y a la chirurgie, disons, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire la butée de Castin, là, donc on prend un bout de crête iliaque, on la pose au-dessus de l'articulation, c'est fixé, il y a différentes techniques qui ont été décrites. C'est quelque chose
qui est franco-français, qui n'a pas réellement sorti de chez nous. Peut-être qu'il faut se poser des questions. Et l'ostéotomie de Chiari, qui est une chirurgie qui est un peu plus répandue, mais qui a quand même pas mal d'inconvénients. En fait, le principe, c'est qu'on fait une fracture au-dessus de l'acétabulum, mais on coupe les deux colonnes et on médialise la hanche. Donc on a des séquelles, il y a quand même 50% dans la série princeps, 50% de boiterie séquellaire, parce qu'en fait le moyen fessier est complètement détendu. Donc chez une patientèle jeune, si vous voulez, de modifier comme ça la biomécanique et la dynamique de la hanche, ça pose quand même des problèmes. En plus, on modifie l'anatomie du petit bassin et il a été décrit des problèmes pour les accouchements par voie basse. Donc la chirurgie qui est un peu plus répandue par le monde et qui maintenant fait un peu référence, elle a été décrite par un Suisse qui s'appelle Gantz, qui bosse à Berne, et le principe c'est de faire une ostéotomie une triple ostéotomie autour de l'articulation, de réorienter la surface articulaire. Donc moi j'ai appris quand je suis allé à Marseille dans le service du professeur Argenson avec Xavier Fleischer à faire cette intervention. D'ailleurs, je lui ai emprunté plusieurs des diapos que je vous présente ce soir. Et on fait d'ailleurs cette semaine, là, ce vendredi, notre premier cas tous les deux ici à Bordeaux. Et donc, le principe, c'est qu'on fait une ostéotomie sur la branche ischiopubienne, une autre sur iliopubienne, ischiopubienne, dans les iliaques, et puis on rejoint l'ostéotomie iliaque et l'ostéotomie ischiopubienne dans la largeur de la colonne postérieure. Donc en fait, on ne rompt pas la continuité de la colonne postérieure, ce qui autorise de remettre les patients en charge partielle, avec une paire de cannes, mais on leur donne l'autorisation à l'appui. Et donc on réoriente la surface de l'articulation sans sans modifier le haut-ban fessier et en médialisant, mais de façon tout à fait modérée, le centre de rotation de la hanche. Donc c'est fixé comme ça simplement par deux vis. Et écoutez, les résultats sont certes bons sur les corrections angulaires. On arrive et Dieu merci, à corriger les valeurs de couverture et d'orientation du toit. Mais on a surtout une réduction des douleurs, une augmentation des activités sportives, une amélioration de la qualité de vie, des résultats qui se maintiennent sur du long terme. Là, c'est des séries à 12 ans. Les séries les plus anciennes ont 20 à 25 ans. Et c'est des résultats qui se maintiennent sur du long terme. Et même, il y a des études un peu plus récentes, toujours de l'équipe danoise. Là, Sobal, c'est un chirurgien qui travaille à Aarhus, au Danemark, qui est un des plus gros chirurgiens mondiaux. J'ai été le voir à 2 reprises. Là. Il a une technique, il a fait une petite variante mini-invasive, en fait, celle que Fleischer fait à Marseille, que j'ai appris moi aussi. Et donc, ils ont poussé un peu plus loin, si vous voulez, la satisfaction dans la question, c'est-à-dire est-ce qu'ils pouvaient reprendre le sport en club et est-ce que dans leur vie quotidienne, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais dans l'activité sexuelle, ils ont aussi beaucoup moins de douleur, parce que ce n'est pas forcément le premier truc qu'ils vous disent, mais bon, en fait, ils disent qu'ils ne supportent pas la position en tailleur. Voilà. C'est plus souvent ça qui est décrit. Bon. Alors le traitement arthroscopique dans ces lésions du labrum, malheureusement, c'est pas très bon, quoi. Enfin, il y a un taux de complications assez élevé sur un traitement arthroscopique isolé dans les dysplasies. Et parce qu'en fait, comme je vous le disais, le labrum il est hypertrophié, ça compense, si vous voulez, l'insuffisance de couverture. Et le fait de le réséquer, là on a une évolution vers l'arthrose qui est plus rapide. Et des taux de réopération vachement plus importants dans cette sous-population-là par rapport au reste du traitement arthroscopique de la hanche dont on va parler. Voilà pour la dysplasie. On va ensuite parler d'un deuxième cas clinique, celui d'un jeune homme footballeur de 27 ans qui se sait raide, qui a des douleurs de l'aine depuis un certain nombre d'années. On lui a parlé de pubalgie. Il a eu des anti-inflammatoires, il a été rééduqué, il n'a pas eu de chirurgie de la paroi, mais en tout cas, il a arrêté son sport. Et alors, à l'examen clinique, il y a une douleur en flexion, induction, rotation interne avec une limitation des amplitudes articulaires. Il y a un autre signe clinique qui est bien connu, qui est le signe de Dreman. C'est lors de la flexion de hanche, on a une rotation externe automatique de la hanche. Et sur sa radio, on retrouve donc des signes de conflit, donc il y en a plusieurs. Il y a la morphologie en pistol grip, là, la crosse de pistolet, donc la came fémorale. Il a une ossification là au niveau, c'est ce qu'on appelle l'os acétabulin, une petite ossification au niveau du labrum, au-dessus.
Bon, il n'a pas réellement de pincement articulaire et une couverture voilà, qui est tout à fait correcte. Donc, c'est l'occasion de parler des conflits fémoro-acétabulaires. Il y en a, c'est divisé en 3 types. Hein. Le plus fréquent, c'est la came, c'est-à-dire la bosse sur le col du fémur. Ensuite vient la pince. La pince, c'est le labrum l'acétabulum qui est trop couvrant en antéro-supérieur. Et puis les conflits mixtes, c'est-à-dire avec à la fois une came et un acétabulum qui est trop couvrant. Comment on en fait le diagnostic? Il y a la radio de face de bassin dont on a parlé. Il y a l'incidence de Dunn, qui est donc en fait un profil de col qui nous permet de mesurer l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle entre l'axe du col et la perte de sphéricité de la tête. Celui-ci doit être supérieur à 50 degrés. Si on a une perte de sphéricité de la tête qui est trop précoce, en fait, c'est la came, et c'est ça qui va percuter le labrum antéro-supérieur. Et puis donc si on fait un examen injecté, comme ici c'est arthroscanner, on peut retrouver des lésions labrales de désinsertion. Vous voyez, le labrum, c'est le petit triangle qui devrait être là, et puis là on a une déchirure à la jonction entre l'acétabulum et le labrum. Il y a aussi dans la pince, dans les étiologies de pince, il y a tout ce qui est rétroversion acétabulaire. Donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, les gens qui ont une antéversion du bassin ont une rétroversion acétabulaire. L'antéversion du bassin, c'est les épines iliaques en avant du pubis, donc les fesses bombées, grosso modo. Et donc sur la radio, il y a différents signes. Il y a l'augmentation de la distance entre la symphyse pubienne et le coccyx. Il y a le signe du croisement, ce que les Québécois appellent le signe du 8. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la paroi postérieure qui croise la paroi antérieure. Ça ne doit pas arriver. Il y a un défaut de couverture externe, c'est-à-dire le centre de la tête fémorale qui est en dehors de la paroi postérieure. Et puis on voit les épines ischiatiques. Ça c'est pareil sur une radio de bassin de face. On ne doit pas voir les épines ischiatiques dans le petit bassin. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a la came et la pince. Donc la came, vous voyez, il y a cette bosse sur la partie antéro-supérieure du col qui vient percuter le labrum, tandis que dans la pince, c'est l'acétabulum qui est trop couvrant et qui là vient percuter la partie antérieure du col, ici. Alors ça peut faire des petites hernies dans le col, ce qu'on appelle la hernie de Pitt. Et puis là, la came vient au fur et à mesure créer des lésions labrales et puis des lésions cartilagineuses. Et au fur et à mesure, avec le phénomène de pince, en fait, vous voyez, ça fait une espèce de levier et ça vient créer des lésions cartilagineuses et labrales, mais en postérieur, ce qu'on appelle les lésions de contre-coup. Donc sur une came, on va avoir des lésions antéro-supérieures, labrales et cartilagineuses. Sur une pince, on va avoir des lésions antéro-supérieures, certes, mais aussi postérieures. Et d'ailleurs, l'arthrose est souvent postérieure. C'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile, d'ailleurs, sur les radios. Qu'est-ce qu'on a comme option de traitement? Le traitement, il est guidé par le stade radiographique d'arthrose. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc il y a Tonis là, qui a fait cette description. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'il y a de l'arthrose, on est en dehors de la chirurgie conservatrice. Donc c'est une perte de la hauteur de l'articulation de plus de la moitié. Bon, bien sûr, quand il n'y a plus d'intaline articulaire, quand il y a des ostéophytes et compagnie, on n'en discute même pas. Ce qu'on peut tolérer, c'est l'ostéocondensation sous-chondrale pour envisager un traitement conservateur. Alors le traitement conservateur historique, c'est acél ouvert. Donc c'est trochantérotomie. Et puis donc là, mais j'aime bien cette image parce que ça permet de bien comprendre de quoi il s'agit. Hein, vous voyez, une grosse came fémorale, un peu historique, elles sont heureusement pas toutes comme ça. Mais là, on peut recontourer la tête, comme disent nos amis suisses. Et voilà, hein, et de temps en temps, il y a encore des cas, disons, un peu extrêmes comme ça, où ça peut valoir la peine. Mais ce qui est maintenant un peu plus, disons, habituel, c'est l'arthroscopie. Donc ça permet de traiter les causes et les conséquences. Là, vous voyez, il y a une pince. Ça, c'est le labrum qui est tout abîmé là, par le conflit. On réinsère ce labrum sur une encre au niveau de l'acétabulum qu'on a avivé ici. Hop, voilà, donc le labrum est maintenant stable. On régularise la petite lésion cartilagineuse qu'il y avait ici, puis ensuite on enlève la traction et on attaque la came fémorale. Vous voyez ça, on est sur la tête fémorale là.
Et donc on va enlever la cause, disons l'étiologie de la lésion labrale, c'est-à-dire la came fémorale. Ce traitement arthroscopique, sous réserve qui est une interligne articulaire normale, on est sur un taux de succès qui est à peu près de 80%. C'est ce qu'il faut dire aux patients. Il y a 80% qui sont améliorés, 15% qui sont pareils, 5% qui sont pires après la chirurgie. On va faire ensuite un dernier cas, même symptomatologie, mais il a 20 ans de plus. Et là, on lui fait sa radio de bassin, et donc là on a un pincement articulaire franc. Alors qu'est-ce qu'on peut, donc je rappelle, un tonus, là pour le coup c'est fatal, c'est grade 3, donc on n'est plus dans la chirurgie conservatrice. Quels sont les traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le traitement médical de l'arthrose à la hanche? Est-ce que les chondroprotecteurs, la viscosupplémentation, le PRP, le port d'orthèse plantaire ou les antalgiques ont fait leur preuve? Eh bien, aujourd'hui, dans la limite de mes connaissances, il n'y a que les traitements antalgiques qui ont montré un quelconque intérêt dans l'arthrose de hanche. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement chirurgical à cet homme jeune de 37 ans, sportif, qui souhaite reprendre une activité sportive? Est-ce qu'on lui fait un lavage articulaire sous arthroscopie, une prothèse de hanche, une ostéotomie, une arthrodèse ou un resurfaçage? Et pour moi, c'est prothèse de hanche, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on pourrait discuter, c'est le resurfaçage. Le resurfaçage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un implant fémoral de très grand diamètre, en fait de la même taille que la tête du fémur, avec un implant acétabulaire de la taille correspondante. Donc l'intérêt, c'est d'économiser de l'os au fémur. Le défaut, c'est que le col du fémur, c'est pas la zone du fémur la plus solide. Donc c'est quand même s'exposer déjà à des complications mécaniques. Et puis en fait, vu qu'on met un implant fémoral de très grand diamètre sur la versant fémorale, on est obligé sur le versant acétabulaire de mettre une prothèse de taille correspondante et donc plus importante en moyenne dans les séries que des implants de PTH standard. Et donc ça peut poser un problème le jour de la reprise. Alors là, ce n'était pas une reprise de resurfaçage, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des reprises avec des implants imprimés en 3D. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a une grosse perte de substance potentiellement, le jour où ça se décèle, le jour où on a une complication, une infection, un machin. Bon, déjà, moi, d'un point de vue mécanique pur, le resurfaçage, ça me dérange, mais ce qui me dérange encore plus, c'est les toxicités et les effets indésirables qui ont été décrits avec ces têtes métal de grand diamètre. Il faut quand même savoir qu'il y a une toxicité. Donc, en fait, il y a un relargage de débris métalliques. Ça, c'est normal. Toutes les prothèses relarguent des débris. Mais les débris métalliques, il y a eu des cas de toxicité, d'allergie, avec des phénomènes, ce qu'on appelait des pseudotumeurs, c'est-à-dire vraiment des destructions locales tissulaires. Ce qui, chez des gens, en plus, on choisit électivement pour cette intervention des gens jeunes et sportifs à haut niveau de demande. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire quand il y a eu un cas comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a disparu de la circulation ou presque, et c'est limité à quelques centres. Alors peut-être dans des mains très expertes, comme Julien Girard, par exemple, à Lille, qui en fait 450 par an. Peut-être, mais voilà. Et donc pour terminer sur la PTH, là pour moi l'indication chirurgicale, elle n'est pas ni sur l'interligne, ni sur l'âge, ni sur les amplitudes articulaires, ni sur la force musculaire, mais simplement sur la tolérance clinique. Et d'ailleurs ce jeune homme de 37 ans a eu une prothèse de hanche et rejoue au foot avec sa prothèse de hanche. Et alors ça c'est une dernière petite chose pour notre égo de chirurgien, c'est un peu décevant parce qu'on se dit je me forme, je fais des super voies antérieures, je fais de la récupération rapide, je les fais sortir en ambulatoire et compagnie, c'est génial. Mais en fait qu'est-ce qui a été prouvé comme fonctionnant sur le résultat post-opératoire? En fait c'est vraiment si on remplit les attentes en post-opératoire de ce qui a été expliqué aux malades à la consultation avant. C'est une étude qui a été faite par un médecin rééducateur et voilà. Si on répond bien, si on remplit le contrat, les gens sont contents. Si on dit au grand-père qui est dans son fauteuil qu'il va devenir Usain Bolt, ça ne marchera pas. Et inversement, si on dit
ça marchera pas non plus. Il faut remplir le contrat. Il y a vraiment cette question-là. Et nous, je pense que c'est hyper important. En fait, les grosses évolutions récentes des chirurgies de la prothèse, en fait, on a complètement sorti le chirurgien du centre du problème, et c'est beaucoup plus tout l'accompagnement, vraiment, si vous voulez, le périopératoire, quoi. Et c'est ça qui nous a permis de faire d'énormes progrès sur les durées de séjour, sur la reprise des activités en post-opératoire. C'est en fait d'impliquer beaucoup les gens dans leur prise en charge. Et donc nous, on organise ça là, comme ça sur des demi-journées, on les fait venir tous ensemble, il y a une petite dynamique de groupe et tout, c'est assez sympa. Et mais, enfin, franchement, voilà, c'était pour dire que c'est surtout le malade. Donc les chirurgies orthopédiques, ça ne met pas que des prothèses, mais ça met quand même souvent des prothèses. Un patient qui a une radio du bassin sans arthrose, c'est pas une radio de bassin normale, hein. Il faut penser aux angles, il faut penser aux conflits, il faut penser à autre chose. Et toutes les douleurs de l'aine ne sont pas des pubalgies. Et, je pense que Gilles ne me contredira pas. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.